Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Aujourd'hui, on oublie les pulls en synthétique bleu céruléen et on prend son billet d'avion pour New York. Tu l'auras deviné, on va parler du Diable s'habille en Prada. Alors c'est un film référence pour toutes les fashionistas des années 2000 et c'est d'ailleurs ce film qui a popularisé la Fashion Week auprès du grand public en montrant notamment des pièces de célèbres créateurs comme Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana. On parle également de Calvin Klein, Hermès et bien évidemment la maison Prada. Donc juste avant de commencer la vidéo analyse, cette vidéo contient plusieurs spoilers, donc si tu n'as pas vu le film, je te conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. Voilà. Ce film, il a fait beaucoup parler la critique, notamment pour le budget qui a été alloué aux costumes des personnages, qui s'élevait à 1 million de dollars, donc c'est un budget extrêmement colossal pour un rom-com des années 2000. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de contenu qui célèbrent en fait l'utilisation de la mode dans ce film. Mais moi aujourd'hui, tu commences à me connaître, je voulais me pencher vraiment sur le set design de ce film et de tous les petits objets design qu'on trouve dans le décor du film et qui sont très évocateurs de l'environnement et de l'évolution des personnages au fil du film. On les remarque pas forcément lorsqu'on regarde un film, mais ces pièces iconiques de l'histoire du design sont très importantes dans l'environnement où évoluent les personnages. Et aujourd'hui, je t'ai fait ma petite sélection de certaines pièces qui m'ont tapé à l'œil lorsque j'ai regardé ce film, et je te parle de leur importance dans l'histoire et dans leur relation directe avec les personnages du film. Alors comme d'hab, tu t'installes, tu prends ton thé, et c'est parti. Bon, avant de commencer à te parler de ma sélection de pièces design préférées du film et de ce qu'elles m'évoquent au travers des personnages, je te fais un petit topo sur le film si tu t'en souviens pas très bien. Le Diable s'habille en Prada, c'est l'histoire d'Andy, une jeune femme qui rêve de devenir journaliste à New York. Elle postule chez Runway, qui est genre l'équivalent de Vogue dans la réalité, et elle est embauchée pour être secrétaire / assistante de la rédactrice en chef du magazine dans l'espoir de décrocher le Saint Graal qui est en fait une lettre de recommandation de la rédactrice en chef elle-même pour pouvoir travailler dans n'importe quel journal de son choix à l'avenir. Donc Andy c'est quelqu'un qui ne s'intéresse ni à la mode ni au design et qui même trouve ce monde un peu ridicule et dérisoire en soi. Bon bref, le film retrace ses péripéties bien évidemment, comme tous les films des années 2000 on retrouve un New York très idéalisé et bien évidemment des tenues folles et surtout un relooking du personnage principal, de la uncool girl qui va devenir la femme la plus stylée de son entreprise. Au-delà de ces clichés de rom-com, Andy c'est vraiment un personnage qui va découvrir l'histoire de la mode et du design au-delà de sa surface. C'est quelqu'un qui va commencer à apprécier cette histoire, ses nœuds et sa finalité. C'est très évocateur, notamment lors du speech le plus important du film et le plus iconique du film, qui est donné à Miranda Priestly, qui est la rédactrice en chef du magazine fictif Runway. Et pour les fans du film, vous aurez sûrement compris de quelle scène je parle bien évidemment de la scène du pull bleu céruléen, où Andy tourne un peu en dérision ce monde de la mode. Et Miranda Priestly lui remet les points sur les i en lui expliquant que c'est pas simplement des paillettes et qu'il y a toute une réflexion derrière une collection et derrière un objet. Bon, bien évidemment, tous les vêtements dans ce film participent à appuyer cette évolution du personnage d'Andy et le caractère des personnages qui y vivent. Pour les objets iconiques, on va commencer dans un premier temps avec la lampe Pantella, qui est une lampe qui a été designée par Werner Pantone et que l'on trouve à l'entrée des bureaux du magazine Runway et souvent en arrière-plan tout au long du film, derrière les personnages. Créée en 1971 par le designer danois Werner Pantone, dont le nom doit sûrement vous évoquer quelque chose puisque c'est un designer extrêmement célèbre pour ses designs pop très graphiques des années 1970 et 1980. Avec cette lampe champignon soutenue par un pied en trompette, il apporte au sein de l'histoire du design un objet harmonieux, tout en courbe, qui diffuse la lumière de manière très douce. Cette lampe qui est visible tout au long du film en arrière-plan des personnages apporte une touche rétro-futuriste en fait à l'environnement dans lequel évoluent ces personnages du Diable s'habille en Prada, puisqu'il y a toujours un flirt dans le film et dans le monde de la mode en général entre la notion du passé et la notion du futur. En combinant les deux, on crée le présent. Pour vous expliquer, on prend des inspirations du passé
qu'on renouvelle pour créer quelque chose de nouveau qui sera en avant-garde. Donc c'est parfaitement illustré ici avec cette lampe qui a cet aspect rétro-futuriste, rétro pour les années 70-80 et futuriste parce que c'est vraiment un design qui est en avance sur son temps et qui participe très bien à l'image de ce magazine et de la mode en règle générale. Dans la même veine que cette lampe Pantella, on peut parler de la lampe Cartel Bourgie qui se trouve dans le dressing du magazine Runway. Bien que datant de 2004, cette lampe Cartel Bourgie designée par Ferruccio Laviani borde la même symbolique que sa grande sœur, la Pantella de Werner Panton qu'on a évoquée auparavant. Cette lampe en polycarbonate, elle s'inspire des lampes en cristal de l'époque baroque. Donc là pareil, on a un jeu entre le passé et le futur qui crée en fait ces objets d'avant-garde, ces objets tendance qu'on retrouve partout dans les locaux du magazine. La mode dans ce film, c'est un personnage en particulier, c'est la rédactrice en chef qui est le fameux diable qui s'habille en Prada, Miranda Priestly. Ce personnage il représente des connaissances minutieuses en histoire de la mode et du design, collection, des archives de mode, et dans le même temps elle représente l'avant-garde. C'est elle qui instaure le goût, c'est elle qui instaure les tendances pour les saisons prochaines, c'est elle qui dicte cela. Donc ce personnage en lui-même déjà il est assez complexe dans la notion du passé et du futur qu'on a évoqué auparavant avec ces deux lampes. Bien que la quasi-totalité du set design de son bureau représente la modernité, donc on a des meubles très modernes, très chics. Il y a un meuble, lui, qui se tient près d'elle lorsqu'elle travaille, qui sort complètement du lot, de par son esthétique. Il s'agit d'une console d'artisanat en bois d'amboine et en laiton qui a été faite aux alentours de 1970. Elle a été réalisée par la société d'artisanat Mastercraft & Co au Michigan. Il s'agit d'une entreprise d'artisanat spécialisée dans la confection manuelle de meubles fins en bois précieux, qui était en activité dans les années 40 et jusqu'au milieu des années 80. Cette console d'apparence plus traditionnelle, c'est le seul meuble dans tous les locaux du film qui ne rentre pas entre guillemets dans la tendance design déco du moment. Sortant du lot, son emplacement près de Miranda Priestly elle-même est opposé aux autres meubles plus contemporains de son bureau. Peut-être en quelque sorte la représentation de la grande carrière de cette rédactrice en chef très énigmatique. C'est un personnage qui est très mystérieux et donc à son image, ce meuble illustre sa carrière. Une carrière longue dans le temps, précieuse et surtout inaccessible aux autres. On va parler maintenant plus du personnage d'Andy et pour élargir un peu le cadre, le personnage d'Andy et d'Emily qui sont les deux secrétaires / assistantes de Miranda Priestly. Andy et Emily, dans les bureaux de Runway, elles ont chacune un bureau assez neutre qui se font face et qui sont identiques, qui sont collés à la porte du bureau de la rédactrice en chef. Sur leur bureau, on retrouve la même disposition. Elles ont chacune une lampe PH piano, qui est une déclinaison de la lampe de chevet PH réalisée par l'architecte et designer Poul Henningsen en 1924. Cette lampe elle va être commercialisée à partir de 1925 par l'éditeur Louis Poulsen, qui est notamment le même éditeur que pour la lampe Pantella de Werner Panton qu'on a évoquée auparavant. Cette lampe de bureau ou de chevet avait pour objectif de diffuser une lumière assez douce dans les pièces d'une maison. Elle existe en plusieurs déclinaisons, notamment avec un abat-jour en cuivre, mais la version la plus connue est celle qui possède l'abat-jour en verre opaque et le pied en laiton. La forme de l'abat-jour, assez originale, est-elle inspirée d'une tasse de café retournée avec une soucoupe par-dessus. Cette lampe elle est visible sur plusieurs plans du film et c'est l'un des seuls objets de design industriel qui se trouve sur les bureaux des secrétaires. Les plans de cette lampe sont donc faits lorsque les deux secrétaires sont au bureau en train de travailler et si on regarde bien, elles sont tout le temps prises entre deux éléments importants du design, d'un côté leur lampe PH piano et de l'autre leur iMac dernier cri. Cette disposition et ce choix d'objets design sont vraiment évocateurs de leurs conditions d'assistante. Dans un premier temps, dans le fait qu'elles n'ont pas le choix des objets qui se trouvent sur leur bureau, elles ont toutes les deux le même bureau, la même lampe, le même ordinateur. Dans un second temps, les deux objets, donc l'ordinateur et la lampe, sont tous les deux opposés non seulement dans leur fonction, mais également dans leur design thinking. D'un côté, on trouve un ordinateur ultra récent avec un design vraiment futuriste et qui est très évocateur des collections d'objets que sortent Apple à ce moment-là. Et d'un autre, on a cette lampe piano qui est un petit bijou qui date des années 20 et qui est designée pour diffuser une lumière
lente, douce et progressive dans la pièce. Mais qu'est-ce que ça crée de voir ces deux objets mis en face à face avec Andy entre les deux à chaque plan où elle travaille dans le film? Et bien évidemment ça crée de la tension. Et c'est le cœur de tout ce film-là, puisque Andy est un personnage complexe qui est tiraillé entre deux mondes. Donc son ambition de devenir journaliste, une journaliste qui va travailler sur des sujets de société, et son ambition de devenir une journaliste de mode, un monde qui jusque-là ne lui évoquait rien de très sérieux. Et en fait, finalement, elle se rend compte que c'est un monde qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc rien qu'avec ce plan d'Andy qui travaille entre ces deux objets, on a finalement un résumé des enjeux de ce film. Dernier objet à évoquer, je voulais parler de la Diamond Chair. Donc il y a beaucoup de chaises dans ce film, beaucoup de fauteuils également, mais la chaise la plus évocatrice, la plus intéressante dans ce contexte-là, pour moi, ça va être la chaise Diamond d'Harry Bertoia. Alors c'est une chaise qui a été créée par un artiste. Harry Bertoia devient un designer par procuration puisqu'il va créer cette chaise, mais à la base c'est un sculpteur et un artiste. Il va créer cette chaise entre 1950 et 1952. Comme je vous ai évoqué la formation primaire de ce designer, on voit bien en fait que cette chaise elle a vraiment une apparence très sculpturale, très artistique. On a l'impression que c'est un objet d'art qui est posé dans la pièce, et c'est pas pour rien puisque Harry Bertoia c'est un designer qui travaille beaucoup sur la notion d'espace. Donc cette chaise très sculpturale, elle est faite d'un treillis en fil d'acier gainé qui est très aérien, qui crée des jeux de vide et de plein, et ce treillis il est surmonté d'une assise. C'est une célébration de l'espace qui nous entoure puisque l'espace qui entoure cette chaise là s'imprègne dans celle-ci, et cette chaise là imprègne l'espace dans lequel elle évolue. Donc c'est un jeu qui est créé entre l'objet et la pièce. C'est une chaise également qui a une apparence assez fragile, mais qui se révèle en réalité être très solide de par le choix de matériaux utilisés pour la créer. Et son nom de Diamond Chair, chaise diamant, fait d'elle un véritable bijou du design industriel. En effet, le diamant c'est une pierre brute que l'on taille pour lui donner de la valeur, pour qu'elle devienne un joyau précieux. L'utilisation de cette chaise dans le set design peut paraître être un détail, mais vous le savez très bien, ce n'est jamais un détail, tout est calculé, tout est réfléchi. Et la première réelle apparition de cette chaise, donc on la voit très bien sur un plan qui se situe juste après, directement après, le relooking d'Andy, donc de la secrétaire. On voit à ce moment-là qu'elle s'intéresse plus au design, qu'elle s'est imprégnée de la mode et que tous les objets design autour d'elle ont eu une influence sur sa manière de penser, sur sa manière d'évoluer, et sur sa manière de réfléchir aux enjeux importants de ses carrières. Tout comme la Diamond Chair, Andy s'est imprégnée de l'espace qui l'entoure pour évoluer dedans et exceller malgré les péripéties auxquelles elle doit faire face. C'est une pierre brute qui est devenue un diamant. On arrive à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous souhaite également une très belle rentrée. Et d'ailleurs si vous avez des films ou des séries que vous aimeriez voir analysées sur cette chaîne design, n'hésitez pas à commenter un titre pour que j'aille checker ça et que je vous sorte une vidéo. En attendant la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous sur mes autres plateformes Instagram et TikTok, et je vous dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!